si vous êtes un établissement et que vous êtes amené à recevoir du public dans vos locaux, donc un hôtel, un EHPAD, une école, voire même une salle de sport, vous êtes dans l'obligation de faire analyser la qualité de votre eau. Les installations, les réseaux d'eau chaude et d'eau froide doivent être contrôlés pour éviter la présence et la prolifération de bactéries dans les circuits hydrauliques. En cas de manquement, des sanctions peuvent être appliquées, notamment en cas de mise en danger de la santé des usagers. Car si les pouvoirs publics surveillent en amont l'eau du robinet au niveau des stations de production, de traitement et sur les réseaux publics de distribution d'eau, eh bien en aval, une fois que l'eau est arrivée dans les tuyaux de ces établissements, ce sont bien eux qui doivent vérifier que leur réseau ne présente pas de problème. Pour en parler, Marc-André Buzaret, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir dans vos locaux. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marc-André Buzaret, vous êtes le directeur de l'entreprise Guyane Aqua Service qui est justement spécialisé dans la gestion de la qualité de l'eau sanitaire pour ces fameux ERP, donc établissements recevant du public. On va d'ailleurs commencer par là, Marc-André Buzaret. Des établissements qui reçoivent du public, il y en a énormément. Est-ce qu'ils sont, tous concernés, peu importe l'activité, si on a de l'eau et qu'il y a des personnes extérieures qui viennent chez nous, on est forcément dans l'obligation de faire quelque chose. Voilà, vous avez tout résumé. La réglementation, elle est claire. Dès que dans notre activité, nous avons un réseau sanitaire d'eau et que nous accueillons du monde, nous sommes responsables de la qualité de l'eau, même si elle est offerte à titre gratuit. Ouais. Public, privé, il n'y a pas de distinction entre les deux. Il n'y a pas de distinction. Dès qu'il y a un risque, nous sommes responsables. Ouais. Et concrètement, pour que tout le monde arrive à visualiser, nous par exemple, ici à Radio Pays, on reçoit du public, il y a des toilettes, des lavabos, une fontaine à eau, mais on n'a pas de douche, on n'a pas de salle de bain. Est-ce qu'un établissement comme le nôtre est aussi concerné par l'obligation de contrôler en fait l'eau qui arrive finalement sur place? Exactement. Il y a 3 risques qui sont principalement relevés. C'est le risque de mauvaise potabilité de l'eau. Donc, dès qu'on boit de l'eau, le risque de contamination bactérienne de l'eau chaude, c'est-à-dire dès qu'on a des douches avec un réseau d'eau chaude, par rapport à tout ce qui est la bactérie légionnelle, et les risques de brûlure. Donc, dès qu'on a des eaux chaudes qui sortent d'un robinet, la température doit être contrôlée, ne pas dépasser un certain seuil qui est de 50 degrés. Je prends notre exemple parce qu'en fait, mine de rien, la plupart des entreprises, elles sont un petit peu comme la nôtre. Quand on entend établissement recevant du public, on va plutôt penser à des écoles, des hôtels, des EHPAD, pas forcément à des structures qui accueillent provisoirement sur un laps de temps assez court en fait des personnes, des usagers extérieurs à l'entreprise. Oui, exactement. Même quand on est au travail, s'il y a une cafétéria ou si on est dans une grande entreprise et qu'on a des vestiaires pour se changer avec des douches, nous sommes soumis au même risque. En fait, l'eau est utile à la vie. Et c'est même écrit dans la réglementation que le responsable doit fournir de l'eau, mais il doit aussi contrôler la qualité de son eau. Évidemment, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, la vigilance, elle est, elle est particulièrement accrue pour les établissements qui reçoivent un public vulnérable. Donc, on pense aux personnes âgées dans les EHPAD, aux enfants ou même aux personnes malades dans les hôpitaux, par exemple. Exactement, il y a 2 facteurs à prendre en compte dans la gestion des risques. C'est la sensibilité de la personne qui va consommer l'eau. Oui. Donc, vous l'avez dit, les hôpitaux, les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées avec les enfants en situation de handicap, tout ce qui est même les établissements d'accueil de femmes enceintes, de familles, les foyers pour enfants, et aussi l'aspect, le nombre de personnes qui va fréquenter l'établissement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on reçoit du monde, même si c'est 1, 2, 3, 4 personnes, mais il y a un palier qui est fixé à 50 où on passe un cran en fait en termes de gestion des risques. Donc, plus il y a de monde qui vient sur place et plus les personnes elles sont vulnérables, plus la législation elle est sévère, elle est pointilleuse, Marc-André Buzaret. Exactement. Alors concrètement, ce qui va changer quand on a identifié un établissement qui est plus sensible, on va demander de raccourcir les fréquences entre 2 contrôles. D'accord. C'est-à-dire que actuellement les établissements dits normaux doivent contrôler à minima 1 fois par an leur qualité d'eau avec des analyses en laboratoire. Mais les établissements plus sensibles doivent contrôler mensuellement la qualité de l'eau. Donc on passe du simple au double, au triple. On a bien compris, du coup, quasiment tout le monde est concerné du coup par cette obligation de faire des contrôles. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi les principaux points de vigilance, Marc-André Buzaret ? Alors, réglementairement, on nous demande de faire une analyse des risques. Donc c'est un état des lieux, compte tenu des équipements présents dans l'établissement et des risques que j'ai évoqués tout à l'heure, donc potabilité, température et bactéries. Donc on va faire une analyse des risques, on va estimer le risque et on va définir à l'aide d'un carnet sanitaire de comment on va gérer ce risque,
Donc, c'est la mise en place de solutions, les fréquences de passage et surtout la traçabilité des contrôles, juste des tableaux avec les mois, janvier, février, mars, avril, et les valeurs qu'on recense en fait. C'est quoi, vous avez prononcé le mot il y a quelques minutes, c'est quoi le carnet sanitaire? Alors, le carnet sanitaire, c'est un outil de gestion, c'est vraiment la bible de la gestion de la qualité de l'eau. C'est un outil qui va d'abord recenser toute la responsabilité, c'est-à-dire quand on est directeur d'un établissement, on est directeur, mais on peut déléguer à une personne la responsabilité de la qualité de l'eau. Souvent, dans les grandes entreprises, on a des services de sécurité qui s'occupent de ça. D'accord. Et on va aussi définir la responsabilité si on a un sous-traitant, c'est-à-dire dans mon cas de figure, je suis souvent le sous-traitant, les responsabilités de tout un chacun dans la chaîne de gestion qualité de l'eau. Puis ensuite, on va définir le risque, donc les équipements qui présentent un risque. Donc on va concrètement faire par exemple le schéma du réseau d'eau sanitaire du bâtiment. Puis on va définir la manière dont on va contrôler ce risque. Donc on va dire que par exemple tous les mois on va faire un contrôle du pH, de la température, du chlore. Et en fonction de ces valeurs-là, on va les enregistrer. Et moi, mon travail, par exemple, ça sera de venir faire les relevés chez le client, mais aussi d'analyser les résultats. De voir si j'ai une différence dans la variation du taux de chlore dans l'eau d'un mois à l'autre, que c'est peut-être une réponse à une infection bactérienne. Parce que le chlore sert à détruire les bactéries. Donc si je vois qu'il y a moins de chlore, j'en déduis qu'il y a des bactéries et peut-être que je vais avancer la date du prélèvement d'eau pour voir si effectivement il y a des bactéries. Oui, donc en fait vous arrivez sur place et vous menez une espèce d'enquête pour savoir d'où vient le problème en fait. Exactement, je me déplace partout. Généralement, je demande au responsable d'établissement ce qu'il en est, mais il n'a pas forcément toutes les réponses, donc je suis obligé d'aller. S'il faut monter dans le faux plafond pour vérifier le volume du chauffe-eau, ou souvent je demande si vous avez un chauffe-eau électrique ou un chauffe-eau solaire, le responsable il ne peut pas forcément me répondre. Donc, je suis obligé d'utiliser des techniques et d'aller vérifier moi-même ce qu'il en est. C'est quoi les principaux conseils que vous donnez justement aux établissements avec lesquels vous travaillez? Vous me disiez tout à l'heure, exemple tout bête, c'est d'avoir une fontaine à eau par exemple pour centraliser en fait la consommation et ne pas avoir des dizaines de lavabos où on peut aller boire. C'est une bonne première étape, Marc-André Buzarret. Voilà, pour gérer par exemple le problème de potabilité de l'eau. Si on a un établissement où il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a un évier, si on a besoin d'eau, on sait pas, enfin, on a plusieurs choix. Alors que s'il y a une fontaine à eau, on sait que c'est ce point-là qui est défini pour boire de l'eau. D'accord. Et une fois qu'on met en place la fontaine à eau réfrigérée, donc déjà on a de l'eau fraîche, puis on peut mettre en place des systèmes de filtration complémentaires pour améliorer la qualité de l'eau. On peut mettre en place un contrat d'entretien et on sait que c'est ce point-là qu'on va devoir analyser, prélever de l'eau pour déposer en laboratoire, pour analyser. Mais il faut quand même la contrôler évidemment cette fontaine à eau. C'est pas parce qu'on en a une que c'est garanti à 100% qu'il n'y aura pas de problème. Exactement, parce que en fait le fait de mettre une fontaine à eau filtrée par exemple, si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans on n'a pas fait l'entretien, le filtre il est saturé. Un filtre, une durée de vie c'est 6 mois à peu près. D'accord. Le filtre il est saturé, il retient les bactéries et les éléments microbiologiques qui dégradent la qualité de l'eau, mais quand il arrive à saturation, il est rempli et en fait il relâche. Donc ça fait l'effet inverse, ça devient un nid à bactéries et si on ne le remplace pas, c'est pas très bien. Ça peut poser problème. À quel point la législation, elle est difficile à comprendre, Marc-André Buzarret. Je me mets à la place d'un responsable, je sais pas, un hôtel par exemple, qui n'a pas forcément lu tout le code de la santé publique. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être en contact, on va dire, avec des personnes qui sont en fait totalement dépassées par ce qu'on leur demande? Mais oui, effectivement, dans mon activité, je parle à beaucoup de responsables d'établissements qui ne savent pas qu'ils sont responsables de la qualité de l'eau. Souvent, ils pensent que comme c'est un réseau d'eau publique, c'est l'État qui assure la qualité de l'eau. Mais il faut savoir que dès que l'eau passe le compteur d'eau, comme une fuite d'eau, c'est vous qui êtes responsable en fait. Donc, au même titre que vous allez payer la facture d'eau si vous avez une fuite d'eau juste après votre compteur, dès que l'eau passe votre compteur d'eau, c'est vous le responsable. Donc des fois, c'est vrai qu'on est soumis à la qualité d'eau du réseau public. Sur l'épisode où on avait l'eau salée pendant quelques semaines, on était soumis, on ne peut pas faire grand-chose à part dessaler l'eau. Bon, dessaler l'eau, ça demande d'avoir des équipements assez poussés. Mais on peut décider pendant ces semaines-là, on va privilégier de l'eau en bouteille plutôt que de consommer l'eau du robinet. Ça fait longtemps que vous avez lancé votre entreprise ?
Alors, j'ai lancé mon entreprise en 2017. D'accord. À la base, moi, mon travail, c'est de gérer la qualité de l'eau. Ça veut dire amener l'eau d'une qualité A à une qualité B. Et la première application que j'ai eue, c'était dans le milieu industriel où il fallait conditionner les eaux de refroidissement des moteurs pour préserver la durée de vie des moteurs. Et en fait, ce sont les mêmes techniques de gestion de la qualité de l'eau qu'on retrouve dans la partie sanitaire. Et lors de mon activité, je me suis rendu compte qu'il y avait un manquement au niveau sanitaire, d'accompagnement des responsables d'établissements. Et donc, j'ai développé une gamme de services autour de la qualité d'eau sanitaire. Ouais, je vous pose cette question-là justement pour savoir si, du coup, depuis 2017, donc depuis maintenant quelques années, vous avez quand même l'impression peu à peu que ce travail de vulgarisation, on va dire, sur la législation, il est en train de se faire, ou bien il y a encore, beaucoup de personnes qui ignorent tout ça. Alors, au début de mon activité, c'était vraiment les grandes entreprises qui ont un service de santé du travail qui venaient vers moi. Mais depuis le virage 2019-2020 du Covid, la santé est vraiment revenue au premier plan. Et depuis, je vois qu'il y a un engouement qui commence Ah oui, il y a vraiment eu un avant et après. Voilà, il y a un sanitaire. avant-après. Et les gens font beaucoup plus attention à la santé de manière générale. Ouais. Et du coup, à la qualité d'eau. Oui, c'est une des conséquences les plus importantes. Exactement. D'ailleurs, et je pense que c'est important qu'on s'arrête là-dessus, les risques, en fait, concrètement, les risques pour la santé, Marc-André Buzarret, c'est quoi? Il y a notamment, je crois, et vous l'avez dit tout à l'heure, la légionellose, donc c'est une grave infection respiratoire qui est causée par une bactérie. Est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres maladies, qu'il faut regarder de près? Alors, on va reprendre les trois risques. Donc, la mauvaise potabilité de l'eau, ça peut être les Escherichia coli, les entérocoques, les pseudomonas. Donc là, on peut avoir des maux de ventre, tout simplement, des vomissements, maux de ventre. Température de l'eau, il faut savoir qu'elle est limitée à 50 degrés. Un chauffe-eau, il peut monter jusqu'à 70-80 degrés. Il faut savoir qu'en cas d'eau trop chaude, à partir de 60 degrés, le risque de brûlure est instantané. D'accord. Donc souvent, il faut penser à peut-être nous, on est plus réactifs, on ne va pas peut-être se brûler à l'eau chaude, mais si on a des enfants ou des personnes à mobilité réduite, qui se trempent dans un robinet, et ça peut avoir des conséquences très graves. Donc c'est très important de contrôler la température maximale. Et le paradoxe, c'est que par rapport à la bactérie légionnelle, qui est une bactérie qui existe naturellement dans l'eau et qui se développe en présence d'eau chaude et d'eau stagnante, il faut que dans le chauffe-eau, par exemple, qui représente un milieu de vie pour elle agréable, l'eau est chauffée et elle stagne, la température doit être supérieure à 50 degrés pour pas que la bactérie se développe. D'accord. Donc si on met un chauffe-eau à 60 degrés, potentiellement l'eau va sortir à 60 degrés. C'est pour ça, les plombiers font très bien leur travail, ils mettent des systèmes pour refroidir l'eau. Pour revenir à la légionellose, donc comme je l'ai dit, c'est une bactérie qui existe naturellement dans l'eau, qui se développe en présence d'eau stagnante et d'eau chaude, entre 20 et 50 degrés. Et le problème, c'est qu'elle peut contaminer l'homme si on la respire. Donc vous allez me dire comment on respire de l'eau. Oui. Quand on prend notre douche, le système de douche va propulser ce qu'on appelle des aérosols d'eau. D'accord. Ce sont des micro-gouttelettes d'eau qui sont très fines. Si vous prenez la comparaison, quand vous baignez, souvent il y a de la buée sur votre miroir. Si vous baignez à l'eau chaude, ce sont ces micro-gouttelettes-là qui se déplacent. D'accord. La bactérie, vous allez la respirer, elle va se développer, elle va se poser dans vos poumons, se développer, puisque le corps humain à 38 degrés, c'est une température idéale. Elle va se multiplier, elle va boucher les alvéoles pulmonaires et créer une insuffisance respiratoire. Donc pour un individu avec un système immunitaire sain, ça va passer par un état grippal, des symptômes grippaux, et au bout de 3-4 jours, on va s'en remettre. Mais pour des personnes avec une immunité diminuée ou pas encore assez construite, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de cancer ou les personnes qui ont un passé de fumeur, par exemple, de tabac, cette maladie-là peut aller jusqu'au décès. Ah oui. Donc ça passe d'abord par l'eau et ensuite par la voie respiratoire. Il faut savoir que cette maladie-là, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc la légionnelle provoque la maladie de légionellose. Une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que le médecin, quand il va soupçonner un cas de légionellose, il va vous faire un test urinaire. S'il est concluant, il va dire légionellose. Lui, il a l'obligation d'alerter le préfet. Lui dire, j'ai eu un cas de légionellose dans mon établissement, dans mon hôpital. Le préfet va demander à l'ARS de mener une enquête pour savoir quel établissement a été fréquenté pour avoir ce cas de légionellose-là. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui fait des épidémies. Si on a pris, on est dans un gymnase, on a pris une douche, potentiellement, il y en a 10, 15, 20 qui ont pris cette douche-là. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de cas de légionellose en Guyane? Alors, les cas directs de légionellose, je ne peux pas vous confirmer, mais dans mon activité, je vois beaucoup de contamination à la légionnelle dans des réseaux sanitaires
d'établissement. D'ailleurs, et question qui peut paraître peut-être un peu bête, mais voilà, on parle de température d'eau tiède et stagnante. Évidemment, on pense à la température, au climat, à l'humidité qu'il y a ici en Guyane. Est-ce qu'il y a du coup une vigilance encore plus accrue à avoir sur le territoire, ou bien je fais totalement fausse route sur le sujet? Non, vous avez totalement raison. Moi, dans mon activité, je préconise de faire la surveillance, par exemple pour la légionellose, Oui. la légionelle, sur les eaux froides et les eaux chaudes. Ah oui, Pourquoi? sur les Parce deux. que les textes, ils considèrent qu'une eau est chaude à partir de 20 degrés. Et nous, l'eau du robinet, même l'eau froide, elle sort à 24, 26, 28 degrés. Donc ça, ce sont des températures qui favorisent le développement de la bactérie, en fait. Oui. Et donc, il faut faire attention. C'est un réel risque. On parle beaucoup de la qualité de l'eau en Guyane, avec la concentration parfois trop élevée, vous l'avez dit tout à l'heure, de sel pendant la saison sèche, ou là dernièrement d'aluminium. C'est ce qu'ont écrit nos collègues de France Guyane il y a quelques semaines, notamment à Saint-Georges et dans l'île de Cayenne. Vous me disiez aussi qu'il y a la question du chlore. En fonction de l'endroit où on est situé, il y aura plus ou moins de chlore en fait qui va arriver dans nos canalisations. Voilà. Alors, le métier de producteur d'eau pour le réseau public, ils vont capter l'eau, ils vont devoir traiter cette eau-là pour qu'elle soit propre à la consommation. Ouais. Et pour lutter contre la prolifération des bactéries, ils traitent l'eau avec du chlore, qui va dégrader la membrane de la bactérie pour la tuer. Euh, Généralement, on a des réserves d'eau un peu partout. On a au Rorota, par exemple, pour la commune de Rémière-Montjoly. Et en fonction de la qualité de l'eau, ils vont plus ou moins chlorer. Mais il faut savoir qu'il faut qu'ils chlorent suffisamment pour que l'eau arrive au point le plus éloigné avec assez de chlore pour avoir un effet bactéricide. D'accord. Donc, si on habite assez proche du point où l'eau est traitée, on a une dose plus forte de chlore. Avec Par des exemple. dangers pour la santé, ou non, pas du tout? Enfin, je veux dire, nous, quand on est particulier ou établissement recevant du public, est-ce qu'on doit justement quand même garder un œil sur la présence de chlore qui arrive chez nous? Mais alors, il faut savoir que c'est pareil, c'est la sensibilité de la personne qui va jouer le plus. D'accord. Mais en termes de chloration, par exemple, on essaye de ne pas dépasser les 2 mg par litre d'eau. Il faut savoir que là où c'est particulier, c'est que la réglementation, elle impose des limites de qualité. Donc, c'est des valeurs à ne pas dépasser sur certains éléments, Oui. comme je vous ai dit, Escherichia coli, les entérocoques, le chlore, l'arsenic, le benzène. Mais il y a pour d'autres éléments, notamment l'aluminium, ce sont des références de qualité. C'est-à-dire que ce sont des valeurs où il faut se rapprocher de ces valeurs-là. Mais ce n'est pas interdit de dépasser ces valeurs-là. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en fait pour le cas de l'aluminium. D'accord. On dit qu'il faut avoir une eau de plus ou moins cette qualité-là, mais sans interdire d'avoir trop d'aluminium, par exemple. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, aluminium, chlore, sel, c'est le problème, j'ai envie de dire, de l'ARS et de la SG2. Vous êtes là pour regarder ce qui se passe en aval. On a beau avoir une eau parfaite qui arrive chez nous, si on fait pas le nécessaire pour justement que notre réseau soit sain, entre guillemets, ben, il y aura évidemment des conséquences sur l'eau qu'on va boire. Exactement. Faut savoir qu'une fois que l'eau passe le compteur, selon la configuration de l'établissement, la qualité d'eau peut varier. Oui. Je vais prendre un cas très simple, un établissement de travail qui a fait des modifications dans ses locaux. Il y avait peut-être une salle d'eau, une salle de bain qui n'est pas utilisée. Donc, ils font des travaux, ils font une salle d'archives. Il faut savoir que la tuyauterie est toujours présente dans les murs. Ah oui. Et en fait, ça fait ce qu'on appelle un bras mort. Donc, c'est une zone où l'eau stagne et les bactéries peuvent se développer à l'intérieur et peuvent remonter le réseau d'eau s'il y a un robinet qui est ouvert et contaminer le point d'usage. Donc, ces petites particularités font que on peut dégrader la qualité d'eau sans même le savoir. Ah oui, c'est pas parce que on ne voit plus les installations finalement que le problème il a disparu en même temps. Exactement, exactement. Et je rencontre aussi des établissements qui ont le bon sens de rajouter une filtration générale en arrivée du bâtiment, mais ils n'ont jamais changé le filtre. Ouais. Donc, voilà. Quand vous intervenez, les principaux problèmes, c'est quoi? Ça vient d'où, Marc-André Buzary? Est-ce que c'est plutôt du côté de la tuyauterie, ou je sais pas, les ballons d'eau chaude, les robinets? Est-ce qu'il y a des éléments, des installations qui sont plus sensibles, on va dire, que d'autres? Alors, principalement, quand j'interviens dans un établissement, les points les plus compliqués, c'est quand on a un établissement qui est mixte, mais qui n'a pas beaucoup de femmes, le point d'eau dédié aux femmes n'est quasiment pas utilisé. Et pareil, quand il y a des points d'eau destinés aux personnes en mobilité réduite et qu'il n'y en a pas, ce sont des points d'eau qui ne sont pas utilisés et donc qui présentent un risque. Donc moi, ce que je préconise, c'est
Qui présente un risque, et je me permets de vous couper parce que... Parce qu'en fait, il n'y a pas de circulation de l'eau. Ouais. Voilà, ça, c'est de la stagnation. La D'accord. stagnation est un gros problème dans la gestion de qualité de l'eau. Et ce que je préconise, c'est de, tous les 2 jours, 3 jours par exemple, de faire l'eau circuler, notamment quand il y a la personne qui s'occupe du nettoyage des surfaces, Oui. d'ouvrir le robinet tout simplement pour faire l'eau passer, de mettre une petite ligne pour dire on a fait la purge ce jour, et voilà. Je vais évidemment pas vous demander de nous faire une liste des bons et des mauvais élèves, mais globalement, on va dire, c'est quoi le constat que vous faites quand vous intervenez, quand vous allez sur le terrain pour faire justement tous ces diagnostics concernant les risques sanitaires? Est-ce que ça vous arrive souvent de constater qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont un peu trop laxistes, on va dire, sur la qualité de leur réseau d'eau? Alors, de manière générale, je suis dans une démarche de COFRAC et j'ai l'obligation de respecter le secret professionnel. Je ne peux pas divulguer d'informations. Non, bien sûr. Notamment, moi, là, ce que je rends compte, c'est que quand on me contacte, c'est vraiment que le responsable d'établissement a une volonté d'améliorer la qualité de l'eau de son établissement. Oui. Et donc, il joue le jeu à fond. Il ne fait pas une analyse et puis, s'il voit que les résultats ne sont pas bons, il arrête. Ouais. Parce qu'en fait, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais généralement, ceux qui me contactent, ils jouent le jeu à fond et ils veulent vraiment être protégés. Dernière question, cette fois sur la responsabilité. On risque quoi concrètement si on est un établissement recevant du public et qu'on ne fait pas justement le nécessaire sur la qualité de l'eau qu'on distribue chez soi? Alors, de manière générale, si on a un contrôle, par exemple, l'ARS, il va principalement vous demander de voir votre carnet sanitaire. Il va potentiellement faire des prélèvements et des analyses de la qualité de votre eau. Et ce que vous risquez, si votre responsabilité est mise en cause, c'est une peine d'emprisonnement, une sanction financière, Oui. et la fermeture de votre établissement temporaire ou définitive. Marc-André Buzaré, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, directeur de l'entreprise Guyane Aqua Service. Petit moment de publicité. S'il y a des personnes qui ont envie de vous contacter, ça se passe comment? Alors, vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 94 12 61 81 ou visiter le site internet gas973.fr. Donc GAS973.fr. Attention, faites attention à la qualité de l'eau qui est présente chez vous. Merci encore Marc-André Buzaré. Très bonne journée. Merci de À m'avoir bientôt. reçu. Bonne journée.